En manchette ce soir, la direction de santé publique régionale défavorable au projet Horn 5. Elle s'inquiète des risques pour la santé de la population. Une cinquantaine d'employés perdent leur emploi chez Glencore. Et une semaine pour mieux comprendre les droits des usagers du réseau de la santé. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. On commence dans le domaine minier. La direction de santé publique régionale se dit globalement défavorable à la réalisation du projet Horn 5 à Rouyn-Noranda. C'est ce que révèle son mémoire déposé au BAP. Elle s'inquiète des risques pour la santé de la population. Des risques pour la santé, notamment pour les traitements au centre de radio-oncologie. Le CISAT craint que les sautages quotidiens de la future mine urbaine de Rouyn-Noranda puissent avoir des impacts sur l'équipement utilisé pour traiter les patients au centre de cancérologie régionale. On sait qu'il y a des équipements qui sont très sensibles. Il faut que ces équipements-là fonctionnent avec un haut niveau de précision. Même 1 millimètre pour faire une grande différence. D'autres évaluations, d'autres analyses afin de pouvoir s'assurer qu'il n'y aura pas de risque pour ces équipements-là et les personnes et les usagers, les clients. Le mémoire de la santé publique énonce également 44 recommandations formulées autour de différents enjeux. Entre autres, le CISAT demande au ministère de l'Environnement que les impacts et les enjeux sismiques sur les équipements soient évalués pour exclure tout risque, que de nouveaux schémas et une modélisation du projet minier d'une profondeur de 2000 mètres soient réalisés et que le ministère de l'Environnement exige qu'aucun sautage soit fait durant les heures de fonctionnement de l'appareil de radiothérapie. Mais les informations, les documentations que nous avons consultées et les recherches scientifiques que nous avons faites nous laissent croire qu'il y a encore d'autres analyses qui peuvent être faites afin de réduire le risque. Parce que pour nous, ce serait difficile de dire qu'on a accepté qu'il y a une mise en place d'un projet qui va mettre en danger la vie de notre population. Selon la direction de la santé publique, l'activité minière de ce projet est tout simplement incompatible avec les périmètres urbains. Maintenant, je pense que la population de Rouyn-Noranda devrait aussi accueillir ça comme une bonne nouvelle parce que la direction régionale de la santé publique prend vraiment le parti de protéger la santé et la sécurité de la population. Il faut comprendre que c'est seulement des recommandations que et le ministère de l'Environnement et le Bureau des audiences publiques font au Conseil des ministres. La décision revient ensuite de ça au ministre. Par écrit, Ressources Falco dit entendre les opinions et positions exprimées par la santé publique. À ce sujet, un expert indépendant aurait été mandaté afin de revoir un rapport complet sur ces questions et l'expert confirme les conclusions présentées par Falco. Un travail du BAP actuellement toujours en commission sur le projet Horn se termine à la mi-décembre. Le verdict est attendu au tournant de l'année 2025. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Et toujours dans le domaine minier, Glencore, qui opère la fonderie Horn, supprime 12 postes à Rouyn-Noranda. L'entreprise dit n'avoir d'autre choix que de procéder ainsi afin d'optimiser ses opérations. À travers l'Amérique du Nord, c'est une cinquantaine d'emplois qui sont abolis. Et dans une déclaration écrite, Glencore affirme vouloir soutenir les employés affectés par la transition et qu'ils bénéficient d'un accompagnement. Ajoute aussi que l'objectif reste de maintenir une opération durable et efficace tout en continuant à répondre aux besoins de leurs clients et de leurs parties prenantes. On poursuit avec la Sûreté du Québec qui demande l'aide du public pour retrouver Milan Jean, 15 ans, de Val-d'Or. Il a été vu pour la dernière fois vendredi dernier près du boulevard Forêt. Vous le voyez à l'écran, il mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 130 livres, a les cheveux et yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un manteau noir, un pantalon de jogging noir et des souliers blancs. Donc, toute personne qui croit l'apercevoir doit contacter le 911. Ailleurs maintenant, la MRC de Témiscamingue souligne le décès de l'ancien maire de Témiscamingue, Philippe Barrette, à 92 ans. C'est survenu hier. Il a œuvré pendant près de 28 ans dans différents rôles politiques dans la municipalité, notamment au sein du conseil municipal et ensuite comme maire de la ville. Il a aussi été préfet de la MRC du Témiscamingue. Dans un communiqué, la MRC est d'avis que l'homme a su se rallier les appuis nécessaires pour faire avancer les dossiers importants du territoire. M. Barrette a contribué, entre autres, à la création du Parc national d'Opémican. On va maintenant parler de moyens de pression.
Les éducatrices en petite enfance de la région veulent se faire entendre cette semaine. Elles sont en pleine négociation avec Québec et elles souhaitent entre autres améliorer leurs conditions de travail. Donc, dès vendredi, les centres de la petite enfance vont ouvrir à 7h30 et visent une ouverture de plus en plus retardée les vendredis suivants. À l'heure actuelle, les garderies en milieux familiaux ouvrent 30 minutes plus tard. Et c'est un mouvement de grève partiel qui est entrepris par les membres associés à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous préoccupé par les moyens de pression des intervenantes en petite enfance? » Vous avez répondu non à 52 %. On est en pleine semaine nationale des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Et d'ailleurs, chaque année, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'Abitibi-Témiscamingue s'occupe de récolter des complaintes des usagers de la santé. Félix, on parle de combien de plaintes en moyenne chaque année? On parle d'environ plus de 200 plaintes par année, Kémilia. Ça touche plusieurs secteurs. On parle de résidences pour personnes aînées, de services d'urgence dans les hôpitaux ou encore de protection de la jeunesse. Et ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de volet qui ressort plus qu'un autre. Tous les secteurs sont représentés sensiblement de façon égale. Et j'ai demandé aussi au directeur général de l'organisme, Tommy Bédard, qu'est-ce qu'ils font du moment qu'ils reçoivent une plainte. Je vous laisse écouter sa réponse. Ce qui arrive, c'est que quand il y a une recommandation, parce qu'en fin de compte, nous, on fait le travail. On reçoit l'information du client, celui qui a une plainte ou qui a un souci quelconque. On documente, on corrige les informations et on transmet ensuite la demande, pas la demande, mais plutôt la plainte au commissaire aux plaintes. Par la suite, eux font des recommandations et c'est ces recommandations qui font que ça avance, ça s'améliore. Et Félix, est-ce qu'il existe d'autres organismes pour exercer ses droits en tant qu'usager? Oui, il existe plusieurs avenues pour les citoyens. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a des comités de résidents, il y a des comités aussi d'usagers, dépendamment du service. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que le Centre d'accompagnement aux plaintes d'Abitibi-Témiscamingue a toutefois accès à davantage de ressources. Et en terminant, Kémilia, la ressource, justement, elle est gratuite. Et aussi, elle est dans une optique d'amélioration des services plutôt que punitive. Merci, Félix. Je vous en prie. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on fait le bilan de la 7e édition du Festival Trad de Val-d'Or. Restez des nôtres. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 2 novembre se tenait à la Sarre le 37e gala Excellor organisé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest célébrant l'excellence de l'entrepreneuriat des entreprises et des organismes. Plus de 350 participants ont fait la démonstration de leur dynamisme et de leur engagement à titre de précieux acteurs du développement socio-économique. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, la 7e édition du Festival de musique trad à Val-d'Or a récemment pris fin et selon l'organisation, ça a été un succès. Oui, Kémilia, à travers toutes les activités, les spectacles, les ateliers de musique et de danse, tout ça, ça a attiré plus de 3500 festivaliers. Au total, c'est 46 activités différentes qui ont été présentées aux gens qui participaient au festival. Les spectacles ont nécessité la participation de 40 artistes. Une douzaine d'ateliers ont permis aux festivaliers d'en apprendre plus sur la musique trad et même d'apprendre à jouer de plusieurs instruments utilisés dans la musique traditionnelle. Comme la tradition le veut, les soirées se sont terminées tard avec des veillées de jam trad. Tous les artistes, mais même aussi les gens qui participaient au festival
festival se retrouvaient pour faire de la musique jusqu'aux petites heures du matin puis avoir du fun entre eux en apprenant de nouveaux rythmes et de nouvelles choses. Bref, la 7e édition fut un grand succès. Bien, un super grand succès. Encore une fois, on est vraiment très, très heureux de la réponse que le public était au rendez-vous. Vraiment, on sentait que la communauté était là pour le festival, pour cette 7e édition. Ça gagne, on sent que ça gagne en popularité, en maturité, le festival. Puis ça fait boule de neige parce qu'à chaque fois, on a des gens qui disent « Oh my God, hey, l'année prochaine, je suis là au complet, je prends mon passeport, j'amène des amis, de la parenté, puis c'est un rendez-vous. » Cette année, pour attirer plus de gens, pour attirer une nouvelle clientèle, l'organisation du festival a décidé d'ajouter un DJ Trad qui a vraiment été un succès. Là. Les gens pouvaient veiller jusqu'aux petites heures avec de la musique trad, mais fait de façon DJ, ce qui est quand même surprenant, mais ça a pogné et les gens ont vraiment aimé ça durant le festival. À chaque année, plusieurs personnes découvrent la joie, la musique et le partage qu'offre ce festival. Et pour les prochaines éditions, le Festival Trad espère que le nombre de personnes présentes augmente. Bien, en fait, c'est continuer à amener du nouveau public parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas à quel point ils pourraient avoir du fun dans ce festival-là. Fait que c'est sûr que c'est notre défi encore année après année, puis de surprendre le public. Puis c'est ce qu'on fait à chaque fois dans la programmation. Les gens sont comme « Hey, wow, my God, vous nous avez fait découvrir des choses. » Puis on s'en va aussi, on sait ce qu'on veut faire découvrir, défaire aussi des préjugés que des gens ont, puis leur montrer où la musique traditionnelle est rendue, c'est quoi les différentes influences de celle-ci. Fait que c'est aussi notre objectif dans la programmation d'année après année. Mais oui, mais là, ça, c'est un secret. Alors, nous, ça rumine vraiment dans nos têtes. Fait que notre objectif, on est déjà, je vous dirais que notre programmation, elle est déjà en ébullition jusqu'à notre 10e édition. Alors, les gens ont juste à surveiller ce qui va se passer dans les prochaines années parce qu'on leur réserve de très belles surprises encore une fois. Pour terminer, la 2e soirée d'humour de Monsieur Radier a lieu ce soir à 19h30 au courant alternatif à Amos. Pour cette 2e édition, les invités sont les humoristes Karen Arsenault et Dolino. Vous pouvez encore vous procurer des billets, le coût est aux alentours de 20 $ et le trio d'humoristes sera au Prospecteur à Val-d'Or demain. Si vous préférez, allez les voir à cet endroit. C'est un week-end productif pour nos 2 équipes juniors cette fin de semaine. On en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Ça a été un week-end productif pour nos 2 équipes juniors. Les Huskies ont remporté leurs 2 matchs, alors que de leur côté, les Foreurs ont récolté quand même 3 points sur 4. Résumé de la fin de semaine par Alexis Dumont. À Val-d'Or, les Foreurs accueillaient les Tigres de Victoriaville samedi après-midi. L'attaque du Vert et Or a sonné la charge alors que l'équipe a inscrit 2 buts en avantage numérique et un autre sur un lancer de punition pour se forger une avance de 5-3 en 3e période. Cependant, 2 buts rapides des Tigres inscrits à la suite de 2 pénalités aux Foreurs ont permis à Victoriaville d'égaliser avant d'aller chercher le match en prolongation. Très satisfait. C'est sûr qu'on aurait aimé les 4 points, mais gars, c'est quand même 4 points qu'on va chercher. C'est une possibilité de 6 dans les 3 derniers matchs, donc assurément très satisfait. Dès le lendemain, l'équipe a profité d'une première période explosive où elle a marqué 5 buts. Val-d'Or n'a ensuite jamais regardé derrière, en route vers une victoire de 8-4. J'ai vraiment aimé le reset là, de nos joueurs, de la manière qu'ils se sont comportés, de la manière qu'ils ont parti le match. Et puis, toi, tu parles d'indiscipline, mais moi, je parle d'intensité que nous, on avait, qui a forcé l'adversaire justement à pogner les 2 minutes. Donc, vraiment, vraiment content de la manière qu'on est sorti hier. Et que dire du week-end de Philippe Veilleux? Entrée de zone dans Reinhardt, il a Veilleux, il est seul. Et le but! Philippe Veilleux, il est en feu! L'attaquant des Foreurs a inscrit 5 buts en 2 matchs, dont 3 contre l'Armada. J'ai un très beau week-end, je dirais. Ça fait du bien que, surtout avec mon début de saison moyen, de recommencer à produire comme que je faisais l'an passé. Je trouve qu'il a progressé pas seulement offensivement, mais ça gagne 200 pieds, qu'on aime dire, là, dans les 2 sens de la patinoire. Je trouve tellement qu'il a progressé, ce jeune homme-là. De leur côté, les Huskies ont réussi à aller chercher 2 victoires. Face à l'Armada, la Meute a profité de l'excellente performance de ses attaquants Samuel Beauchemin et Bill Zonon. Chapeau aux gars, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que quand ça ne fonctionne pas et tu n'es pas récompensé, les joueurs peuvent avoir tendance à tricher, à changer
la façon de jouer, puis j'ai vraiment aimé la façon qu'on a resté dans notre structure. Puis... Le lendemain, face aux Tigres, l'équipe a dû faire preuve de caractère pour revenir de l'arrière. Même s'il est d'avis que son équipe n'a peut-être pas joué son meilleur hockey lors de ces 2 rencontres, l'entraîneur-chef est ravi de la maturité dont ses joueurs ont fait preuve pour aller chercher les 4 points durant le week-end. Le match contre l'Armada, on a eu des bons favorables, on a été opportunistes. Puis le match a viré à notre façon que peut-être qu'on ne le méritait pas à 100%, mais bon, c'est ça une saison de hockey. Puis surtout hier, j'ai aimé la force de caractère des gars on tirait de l'arrière 3-1, puis de relever leur manche. Ils ont travaillé d'arrache-pied, puis ils ont su faire la différence dans la 3e période. Les Huskies et les Foreurs croiseront d'ailleurs le fer mercredi soir lors d'un match de la 117 qui aura lieu à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et maintenant, Léane Barry trône au sommet des coureuses du pays. La native de Rouyn-Noranda a remporté ce week-end le titre de championne nationale de cross-country de l'Association canadienne du sport collégial. Barry a survolé la course de 6 km dans un temps impressionnant de 22 minutes et 8 secondes. Mais jamais inquiète, elle a terminé son parcours 8 secondes devant Gabrielle Hamel, sa plus proche concurrente et également membre de son équipe. L'ancienne protégée du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue évolue actuellement avec l'équipe du cégep Carnot. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, je pense qu'on peut officiellement sortir les bottes d'hiver à partir de maintenant. Avec la belle neige qu'on a eue aujourd'hui, Kémélia, oui, si on veut rester au sec, on est mieux d'être en bottes. Pour ce soir et cette nuit, partout en région, on a de la neige avec des vents du nord-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50 km/h. Là, on le sent en ce moment, c'est assez venteux. Et on va avoir un minimum de -4, mais quand même un refroidissement éolien de -11 au cours de la nuit. Demain, en Abitibi, ce sera généralement nuageux. On va avoir un petit peu de neige le matin et un maximum de -2. Et à ça va se rajouter un refroidissement éolien de -10 le matin et de -4 en après-midi. Pour le Témiscamingue, ce sera généralement nuageux avec un maximum de -1 et un refroidissement éolien de -9 le matin. Un aperçu pour mercredi en Abitibi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 1 degré et de 2 degrés pour le Témiscamingue. Si vous êtes courageux et que vous voulez braver le vent, eh bien, habillez-vous comme il faut et allez marcher, profitez de la belle neige qui tombe aujourd'hui. Oui, merci Justine. Donc voilà, ça complète pour ce soir. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve au TVA Midi. À demain.